Mesdames, Messieurs, on poursuit notre entretien avec Dr Abdel Rafa Moussa, professeur de droit commercial et avocat à la Cour, droit commercial international et avocat à la Cour, également avec Dr Wael Fouad, analyste politique et maître de conférences sur l'analyse de discours. J'avais commencé la dernière fois avec Dr Moussa, cette fois-ci. Pourquoi les peuples européens ne s'élèvent-ils pas contre leurs dirigeants qui ne proposent jamais de référendum pour des questions cruciales comme l'immigration par exemple, ou aussi comme la situation en Syrie? Je le disais tout à l'heure, ce serait fort douteux que si on demandait aux Français qui choisir entre Bachar el-Assad et Daesh, je crois qu'ils se diraient, bon, si les deux sont mauvais et qu'on doit de toute façon choisir, et encore vaut mieux un petit dictateur qui n'est pas trop casse-pied et qui laisse les gens vivre leur vie que des coupeurs de tête, qui sont qui ont perdu complètement la boussole, la tête. C'est le cas de le dire. Donc, pourquoi est-ce qu'ils ne s'élèvent pas contre, d'après vous? Ils sont comme les Américains, ne tiennent pas compte que de leurs propres affaires d'ordre du jour. Donc la politique vient, comme il y a des stations de médias pour chaque province et pour aux Américains, pour chaque État là-bas. Donc on s'intéresse toujours aux problèmes d'ordre du jour. Le fait de parler de la politique n'intéresse pas beaucoup. Le problème, c'est que les taxes, l'assurance sociale, les programmes de santé, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on pourrait donner, l'essence, le prix, tout cela vient toujours, tous ces sujets viennent toujours avant le fait de parler de politique. Et apparemment, on sait très bien que pour eux, que la vie n'est pas toujours... ils ne cherchent pas à compliquer les choses. Et en plus, il faut dire que la politique est dirigée par les 5 grands pôles de l'Organisation des Nations Unies. Donc, il y a des dossiers, des sujets, il y a des usines qui fonctionnent ou bien qui... Des think tanks. Oui, des think tanks en fonction de la situation économique, des problèmes d'ordre économique comme... C'est très bien que la France et l'Allemagne subviennent aux toutes nécessités des pays européens, de l'Union européenne, qui sont en train d'échouer actuellement au niveau économique. Donc ce sont des sujets très importants pour eux et on cherche à rehausser le produit national, à diminuer le déficit, et ce sont des sujets qui touchent les Français ou bien les Européens et les Américains, et ce n'est pas la question que qui va gagner en Syrie, pour quelle raison, qu'il gagne, qu'il perd. Et de toute façon, comme vous l'avez insinué tout à l'heure, il y a des gens qui font la politique, et donc, qu'ils le veuillent ou pas, ça sera fait, ça sera fait. C'est pour le bien de l'État, donc c'est fini. C'est-à-dire, si je mets des intérêts pour la France, ce sont les intérêts qui commandent, donc c'est terminé. Mais est-ce que c'est dans l'intérêt des Français d'envoyer leurs enfants faire la guerre au Mali contre Al-Qaïda au Maghreb et au Sahel, et d'envoyer d'autres enfants faire la guerre aux côtés d'Al-Qaïda et d'Al-Nusra en Syrie? Je pense pas. Je pense pas. Ils vont utiliser les aviations, ou bien les aviations pour bombarder, c'est-à-dire le site de soi-disant Daesh, mais ils bombardent franchement les deux camps, parce qu'on ne peut pas faire une distinction nette, soit par le photo prise par les avions, soit par les déclarations faites par le gouvernement syrien, ou bien le gouvernement irakien, ou bien le kurde, ou bien non, on peut pas distinguer exactement l'emplacement de Daesh et de Nusra. Ils sont oui, mais il est question en principe pour l'aviation française ou russe de bombarder les deux. Oui. Pas de laisser l'un et l'autre pas. Exactement. Et à mon avis, vous voulez que je vous dise ce que je pense. C'est blanc, bonnet, bonnet blanc. Il faut garder Bachar el-Assad.
En tout cas, en Et il attendant, ne faut pas le chasser. en attendant d'avoir des gens qui puissent le remplacer et créer un État syrien démocratique. Vraiment démocratique. Oui. C'est l'ambition, mais en fait, la chute de Bachar al-Assad, c'est la chute de la puissance russe au Moyen-Orient. Je répète encore, comme j'ai dit il y a plusieurs fois, Pas tout à que fait, quand même. la Russie est en train de diviser le monde en deux pôles. La Russie, Oui, c'est-à-dire que la Russie, le en, Moyen-Orient... en poil de la bête, Exactement. elle recrée la bipolarisation. Exactement. Et c'est normal, elle a soutenu l'Iran et elle est en train de soutenir la Syrie. Et finalement, Obama s'est rendu compte qu'il n'y a pas lieu de parler d'intervention militaire sur Terre. Donc le problème, c'est que la Russie est en train de gagner avec le temps. Et c'est le même processus appliqué par les Iraniens lors du combat ou bien lors des pourparlers pour le programme nucléaire iranien avec les Américains. Les Américains vont bientôt quitter la position numéro 1 du monde entier en faveur de la Russie. Bien, docteur Abdelrahman Moussa, tout d'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec les propos tenus par docteur Fouad? Est-ce que vraiment les Américains reculent un petit peu et les Russes vont les remplacer petit à petit? Moi, franchement, je ne pense pas que les Américains... C'est des étapes. Actuellement, ils ont déclaré que les Américains, ils ont dit non, Bachar al-Assad doit partir. Sur ce point-là, ils ont cédé un pas très important. C'est-à-dire, bon, on va essayer de discuter avec Assad. C'est-à-dire, oui, au départ, il disait il doit partir. Non, on ne discute pas avec Assad. On ne discute pas, il doit partir. Bachar al-Assad, il faut partir. Maintenant on discute avec lui, oui. Mais à la fin, il devrait partir. Il devrait partir un jour ou l'autre. Oui, exactement. C'est la politique. Un jour ou l'autre, il va partir. Tout le monde va partir. Oui, exactement. Mais c'est la politique. Mais maintenant, Bachar al-Assad, pour les Russes, elle a donné un pied très important au Proche-Orient aux Russes. C'est-à-dire, dans le port de Tartous, c'est l'armée russe qui existe sur place. Bon, pour les Iraniens, par exemple, les Iraniens, actuellement, pour le pays arabe, franchement, on doit avoir des dialogues. Parce que c'est un État de Proche-Orient existe. Donc il faut trouver un moyen de dialoguer avec Téhéran. Pour nous, pour le pays arabe, les Américains ne vont pas faire, c'est-à-dire bien pour nous. Donc il faut trouver un moyen de discuter avec tous, avec les Iraniens, avec les Russes. Et les Américains, si ils avancent quelques propositions qui nous conviennent. Par exemple, c'est-à-dire de laisser la question de Bachar al-Assad à côté et dire, bon, on va dialoguer avec la présence de Bachar al-Assad et en même temps avec les Iraniens. Mais pourquoi l'Arabie saoudite craint-elle autant l'Iran? L'Iran était très puissant sous le Shah. Son armée était l'une des plus importantes au monde. C'est une phase de la politique saoudienne. Mais demain, peut-être, il y aura un changement. Parce qu'on ne peut pas oublier que l'Iran, c'est un État très important de la région. On ne peut pas dire le contraire. C'est un État qui existe. Bon, la différence sur le religieuse, la différence religieuse entre les deux États, ça va disparaître un jour. Ça va disparaître un jour. D'ailleurs, elle est quasi inexistante. Oui, je me souviens que quand j'étais petit, les gens disaient traiter un barbu de Sunni en Égypte, alors que tout le monde était sunnite. Ouais. C'est-à-dire, ils disaient un de Sunni. Oui. Un de Sunni, la personne qui m'a dit ça, je lui ai dit, mais enta kaman Sunni. Oui. Il m'a dit, là, ana msh batawal da'ni. C'est tout, mais il est sunnite. Oui. Et donc il n'y a pas ce sentiment puissant de sunnite, chiite, etc. Oui, donc il est, et même les haïdites
les Haïdites, les Haïdites du les Yémen Haïdites du sont Yémen, des- c'est presque des sunnites. Ouais, c'est presque- Presque des sunnites. c'est un mélange, Oui. exactement. Leur croyance Ouais. est partagée entre le chiite et le sunnite, les Haïdites. Bien, mais l'Arabie saoudite ne craint-elle pas qu'un jour Oui, le problème, c'est que, si vous me oui. permettez, c'est qu'il y a une certaine compétition politique et économique aussi entre l'Arabie saoudite et les Iraniens. Le problème, c'est que les Iraniens constituent une seule nation, une seule race, une seule famille. Non, pas tellement une seule race. Ah ouais, Il y a mais- des Azéris, Plusieurs races. les Azéris sont turcs, les Plusieurs Kurdes, races. Oui, mais au il y a fond, les Kurdes, il y a les Persans, les Baloutches, les Exactement, Turkmènes, les et Arabes peut-être ils sont des d'Ahwaz. minorités. Peut-être veut dire, et il y a enfin une tendance de Vers l'unité. Persane. ou bien persan, Persane. qui cherche de s'imposer au Proche-Orient. Peut-être, Oui, ça, exactement. vous avez raison. ce Oui, sont pas- et ils menacent les frontières saoudiennes. Et les familles saoudiennes, il y a 2 jours, un roi, un émir, un prince a dit que voilà, il faut changer l'actuel dirigeant de l'Arabie saoudite, le roi Salman, parce qu'il mal oriente la société et mal oriente la politique. Et nous allons préparer une certaine conférence au niveau de la famille royale pour lui imposer certaines réformes ou bien pour qu'il laisse sa place. Donc, Qui a dit ça? c'est l'un des princes. Vous avez le nom? Ah non, je ne me rappelle pas exactement. Mais ça a Toujours en été publié. liberté? Oui, ça a été publié sur l'un des sites d'Internet. Le problème, c'est que Non, mais là, les sites internet aussi, il y a à boire, à manger là-dedans, il y a tout. ah ouais, mais il ne faut pas oublier De qu'il toute y façon, a le Proche-Orient, dans 10 ans, il y aura changement. grand changement. Il y aura des changements. Lequel, on ne sait pas jusqu'à maintenant. Mais les familles saoudiennes sont préparées à chercher à se séparer et chacun va chercher le pouvoir pour lui-même. Cette différence ou bien cette modification récente Oui. du roi et puis Ouais, ses et de vice, son- Et de son le prince successeur, allié, les le princes prince. alliés. Oui. Donc c'est pour dire, ah voilà, il y a une certaine il n'y a pas- Rivalité. oui. Une rivalité entre les différentes branches. Entre différentes Vous êtes familles. d'accord avec cela? Oh oui, oui. Il y a une certaine rivalité Oui, oui. chez eux. Bon, on n'abordera pas ça puisque ça ne fait pas partie de notre émission de ce soir. Mais est-ce que vous croyez, vous avez dit que dans quelques années, le Proche-Orient aura un autre visage. Oui, Vous parlez de carte de géographie Je ou vous de... donne un exemple très clair et net. Par exemple, eh ben, actuellement, le Yémen et le Liban. Si vous pensez très bien, le Yémen, est-ce que le Yémen va rester un seul État? Moi, je ne pense pas. Et le Liban? Il y aura 2 États. Au Liban, le groupuscule, enfin, le sunnite, chiite et chrétien du Nord, ou bien, enfin, le président doit être chrétien. Oui, le Premier ministre ouais. sunnite et le président du Parlement Cette chiite. règle sera modifiée dans 2 ou 3 ans maximum. C'est ça que... Est-ce que vous croyez que ça va régler? Mais enfin, je ne voudrais pas ouvrir le sujet du Liban là. Ah ouais. Je ne pense pas nécessairement que ça réglerait quelque Enfin, chose. moi, je Mais- donne un exemple. Mais Au donc, Yémen et donc aussi, le visage de ouais. ces pays-là va changer. Oui. Mais là, vous avez parlé pour le Liban de politique. Au Yémen, vous parlez d'une partition peut-être. En Oui, Irak, ça d'une a été partition aussi. dans les années 60 depuis. Oui, Avant avec l'arrivée le sud et le nord. Oui. Abdallah Saleh, c'était Oui. un soldat et puis il a C'était- gagné, oui. il a fait la guerre. Bien, est-ce que vous pensez que nous sommes à la veille d'une 3e guerre mondiale et le cas échéant, dans quelle mesure est-ce que l'Égypte pourrait préserver sa neutralité? Une question que je vous pose cette fois-ci. L'Égypte que je a vous dit que poserai- je Ouais. suis prêt pour tout service d'intelligence. Pardon Surtout, l'Égypte a déjà dit que, avec l'arrivée du président Sisi, que l'Égypte est prête pour tout service d'intelligence. On ne veut pas aller dans des affaires d'une manière très directe. Dès lors, à l'exemple, on pourrait dire l'exemple du Yémen. On change la manière d'agir de Abdel Nasser.
on intervient pour juste des conquêtes ou bien des services ou bien des frappes nécessaires, ciblées, et c'est terminé. On ouvre des discussions et des pourparlers pour tous les partis politiques de Yémen, pour tous les partis de la Syrie, et on ne dit jamais que voilà, il faut faire partir Bachar, il faut faire partir Ali Abdelhadi. Et c'est-à-dire qu'on veut et on agit pour la politique et pour les solutions pacifiques. Et c'est les peuples, ce sont les peuples eux-mêmes qui sont appelés à décider de leur propre manière qui va diriger le pays. Le même cas s'applique aussi pour la cause palestinienne. Et oui, on soutient la cause palestinienne, on défend les Palestiniens, mais en fait, ce sont eux qui doivent lutter pour leur propre territoire jusqu'au dernier soldat palestinien et ne pas jusqu'au dernier soldat égyptien, oui. Comme ça a été dit dans les années 70 et 80. Là d'ailleurs, nous voyons qu'on peut... En tout cas, pour les Palestiniens, d'abord, doit se mettre d'accord. Hamas doit accepter, c'est-à-dire l'organisation palestinienne qui était fondée par Arafat. Et oublier, c'est-à-dire cette différence actuelle entre Hamas et les dirigeants palestiniens. Ça, c'est un pas très important la main droite pour trouver, c'est-à-dire un État palestinien comme il faut, avec l'existence, bien sûr, de l'État d'Israël. Il doit y avoir deux États. Et maintenant, avec la situation actuelle qui était déclarée aux Nations Unies, à mon avis, tout le monde se dirige vers la reconnaissance d'un État palestinien. Et je voudrais ajouter quelque chose, c'est qu'on revient à la guerre froide. Ça ne serait pas on revient à la guerre froide, donc ce ne serait pas une guerre mondiale. Exactement. Pas une guerre mondiale. Oui, parce que ça a je ne pense pas à une guerre mondiale. Vous n'imaginez pas, par exemple, des chasseurs occidentaux pas du tout, qui bombarderaient une position. Avec l'existence des bombes atomiques, non, il n'y aura pas une troisième guerre mondiale. Mais il y aura peut-être une guerre froide. Une guerre froide. Ça se déclare actuellement. On le voit. Pour la simple raison, c'est que les Américains ont beaucoup encouragé les pays du Golfe à acheter les derniers cris des armées américaines. Oui, mais ils encourageaient toujours, parce que c'est toujours de l'argent. Oui, ça a été établi. Donc, la question économique pour les usines qui travaillent pour les armées, c'est établi. Donc, et on choisit seulement des terrains. Oui, et on choisit des terrains, la Syrie, l'Ukraine, le Yémen, pour diriger ou bien pour terminer cette affaire de compétition entre les Russes et les Américains. Ben oui, l'Ukraine, là aussi, on remarque que c'est bizarre ce double langage. Les gens ont droit à l'indépendance, mais les russophones de Crimée n'ont pas droit à l'indépendance. On se demande bien pourquoi, puisque la Crimée était russe avant 1954, du temps de l'Union soviétique. Oui. Enfin, c'est toute une chose. C'est tout un autre sujet. Là. Oui, c'est toute une source de richesse pour les. Mais c'est un sujet qui entre justement dans cette rivalité entre l'Ouest et l'Est et qui, cette fois-ci, malheureusement, on se trouve obligé, vu la politique occidentale à l'égard de l'Égypte et des puissances modérées du Proche-Orient. Quand je dis modérées, je ne parle pas des frères musulmans, qui sont considérés comme opposition modérée en Syrie. On se demande comment. Mais je parle des vrais modérés qui sont loin de tout sectarisme et tout. Permettez-moi de dire quelque chose, c'est que les Russes sont en train de se créer une image pacifique et faire montrer et faire embarrasser les Américains jouant le rôle de policiers, d'agents de police du monde entier. Je vous assure, ça fait regretter même des gens qui étaient très pro-américains durant leurs études et toute leur vie peut-être, et très pro-occidentaux, et qui se retrouvent aujourd'hui en train de regretter qu'ils aient écouté un jour la BBC ou La Voix de l'Amérique, etc., qui se disent, si ça se trouve, ils m'ont menti à cette époque, et c'est pas nouveau. Merci beaucoup, docteur Abdelrauf Amoussa. Vous êtes professeur de droit commercial international, également avocat à la Cour. Merci également, docteur Wael Fouad. Vous êtes analyste politique et maître conférencier d'analyse du discours. Merci également, mesdames, messieurs. Et merci à toute l'équipe de ce soir. Rendez-vous dimanche prochain avec une nouvelle équipe et d'autres invités. Bon week-end.